Rachida Dati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inquiète à la veille peut-être, à quelques heures du début d'une nouvelle nuit d'émeute, et ça a commencé à Nanterre cet après-midi. On est toujours inquiet de manière récurrente depuis des années et des décennies. C'est ce que, sur quoi j'avais communiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une cocotte minute et on met un couvercle systématiquement tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et le couvercle, ce sont les forces de sécurité, sans régler le problème de fond. Parce qu'aujourd'hui, réduire ces émeutes, ces violences, cette tragédie, ce drame, parce que c'est un drame ce qui est arrivé au petit Naël, et c'est un drame aussi pour le policier, et c'est un drame pour l'institution. De la police. Et donc réduire ces drames et ces émeutes à un seul aspect sécuritaire, franchement, ça serait uniquement ça serait un arbre qui cache la forêt. C'est un sujet plus large, c'est un sujet d'intégration, pour ne pas dire d'inclusion, puisque les personnes concernées sont majoritairement de nationalité française, il faut quand même le dire, mais d'origine qui sont issues de l'immigration, qui sont socialement... Enfin, c'est des choses... Moi, j'ai connu, j'étais encore chez mes parents, les Minguettes, Vénissieux, Vaux-en-Velin. Rien n'a changé, en fait, si, depuis 2005, bien sûr. Sinon, avant, je vais vous dire, il y a des choses qui ont changé. Sinon, je ne serais pas sur votre plateau, parce qu'il y a des plafonds de verre, vous avez la société est bloquée, donc la République m'a permis d'être sur votre plateau aujourd'hui aussi. Mais moi, je trouve que... Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est... on parle de tout, on parle du passé judiciaire de Naël, mais est-ce qu'on s'interroge? Il a 17 ans, il est juste un peu au-dessus de l'obligation scolaire. Ça a été quoi, son parcours scolaire? Il est à 7h du matin. Il était en CAP, mais visiblement, il était absent. Non, mais monsieur Truchot, je vais vous dire. Moi, j'ai vécu les violences urbaines de 2005. Et d'ailleurs, avec Jean-Pierre Mignard, on a géré, si je puis me permettre l'expression, l'affaire Ziad Ebouna. C'était l'avocat des familles. Exactement. Et l'affaire, d'ailleurs, a été mieux, au fil de l'eau, traitée que l'affaire Adama Traoré, par exemple. Moi, je le dis, et j'assume en disant cela. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a le problème de l'école et la formation. L'école et la formation, c'est-à-dire qu'il y a le problème de la justice des mineurs et des institutions qui vont avec. Et puis, il y a aussi la politique de peuplement. On appelle ça des quartiers populaires. Qu'ont-ils de populaires? Ce sont des quartiers de relégation. Majoritairement, même pour les gens qui vont bien, ce sont des quartiers de relégation. Et aujourd'hui, sur l'école, la formation, regardez sur l'école, moi j'ai toujours demandé que pour certains endroits, il y ait une école plus adaptée. C'est-à-dire qu'on est tellement obsédé par l'égalité que c'est l'égalitarisme, c'est du nivellement. On en voit le résultat. Il a 17 ans. Quel a été son parcours scolaire? Il a été placé en garde à vue il y a, la semaine dernière, avec une convocation au mois de septembre. Vous pensez que c'est ça la justice des mineurs? Nous, ce que nous avions créé... Il fallait tout de suite une réponse. Mais bien sûr, judiciaire. comme nous l'avions fait. À l'époque, qu'avions-nous fait? Suite justement à ces émeutes, on avait créé des... S'il y avait eu une réponse judiciaire, peut-être qu'il ne se serait pas trouvé dans cette voiture. Peut-être, mais on peut tout refaire avec des si. Voilà, c'est un drame, c'est une tragédie pour tout le monde, sinon tout le monde ne serait pas dans cet état-là et dans cet émoi. Mais moi, j'ai vu l'annonce de Gérald Darmanin, 40 000 policiers. On est en guerre civile, alors. Ouais, mais c'est pas la solution. C'est pas la solution. Non, mais ça veut dire qu'il va rajouter de la tension à la tension. Mais non, mais on met un couvercle. On met un couvercle. Oui, mais enfin, en 2005, on n'a pas mobilisé tout de suite beaucoup de policiers. Ça a duré 3 semaines. Mais on s'est emparé du sujet. On a créé des internats d'excellence que François Hollande a supprimés. Les centres éducatifs fermés, j'avais voulu fermer les quartiers mineurs en prison, centres éducatifs fermés avec formation obligatoire, culture obligatoire, prise en charge pédopsychiatrique. Non, pas avec ces spécificités. François Hollande a supprimé. La formation professionnelle. Quand vous êtes dans ces quartiers, oui, vous dites, ouais, CAP de quoi? Il va faire carrossier, puis soudeur, puis coiffure. Les formations les plus gratifiantes, les plus qualifiantes, elles bénéficient à des gens déjà assez riches. Oui, bac plus 3, je fais un bac plus 4. Non mais c'est un sujet de fond. Non mais vous allez me dire, oui mais là les émeutes. Ben oui, il faut que ça cesse. Mais alors justement, la justice, elle ne tarde pas, puisque là, le policier incriminé est placé en détention provisoire. Oui, mais moi, je vous dis... Le parquet avait réclamé sa mise en détention, de toute façon, et la justice a suivi. La justice, obligatoirement, elle est saisie après ce drame. Obligatoirement. C'est logique, le placement en détention provisoire. Moi, j'ai été magistrat et puis j'ai été juge d'instruction aussi. Les placements en détention, il y a différents critères. Voilà. Donc, le placement a dû répondre à certains critères. Le critère de l'ordre public? Alors, normalement, il n'existe plus. Non, mais ça peut être aussi une mesure, c'est une mesure de protection. Aussi. Le protéger lui? Oui, parce qu'il y a eu des appels aussi au lynchage à sa famille contre lui. Donc voilà. Mais là, je vais vous dire, on met
Voilà, on remet 40 000 policiers. Voilà, on remet un couvercle. Il y a une situation à arrêter. On ne peut pas bien sûr, des bâtiments est-ce qu'on peut pas revoir l'école? J'avais dit, il faut des méthodes d'apprentissage adaptées pour certains territoires. C'est pas normal. C'est-à-dire que moi, je suis maire du 7e arrondissement. Si vous saviez le nombre de familles qui m'écrivent pour inscrire des enfants dans le 7e ou dans d'autres arrondissements, parce que c'est plus tranquille que d'autres quartiers, effectivement. Et c'est pas une histoire d'effectifs, parce qu'on dit oui, on a divisé par 2 les effectifs par les classes. Mais voilà. Politique de peuple. Vous avez raison. Vous avez dit le mot. Il faut mettre du logement social dans le 7e arrondissement. Mais le logement social dans le 7e arrondissement, mais monsieur, il y en a. Et mon seul souci, moi, pourquoi je m'oppose à la politique du logement social telle que la gauche le fait, telle que Mme Hidalgo le fait, c'est quoi? C'est qu'on fait du logement social pour du très défavorisé, on concentre les difficultés. Moi, j'en ai dans le 7e arrondissement, et certains vont être pourvus d'ailleurs à la rentrée. J'ai voulu une composition plus homogène, avec des classes moyennes, plus divers. Et c'est ça, mais ça demande une volonté politique pour le faire. Sinon, c'est de l'arithmétique. Voilà. Et moi, je veux vous dire... Emmanuel Macron, jusqu'à présent, n'avait pas été confronté à une telle crise dans les quartiers. Il a eu d'autres crises à gérer, Christophe Barbier, notamment la crise des Gilets jaunes. Il y a aussi, bien sûr, la contestation de la réforme des retraites. Et puis là, il doit affronter une crise... une crise profonde. Une crise profonde dans ces quartiers. Est-ce que Mais c'est une crise profonde, pardon, monsieur Truchot, mais c'est une crise profonde de cohésion. Mais si on fait le bilan des 6 ans d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est des sujets qu'il a pris à bras le corps? Il y a eu à plusieurs fois des incidents locaux, des situations délicates à gérer localement, avec parfois un contexte inverse, c'est-à-dire c'est la police ou les pompiers qui se retrouvaient attirés dans des guet-apens, donc l'insécurité urbaine semblait dans l'autre sens, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a ce phénomène de contagion et cette idée qu'on pourrait retrouver ce qu'on a connu en 2005, avec quand même 2 différences majeures à mon sens. D'abord, en 2005, il y avait beaucoup de zones d'ombre sur les événements, cette poursuite des jeunes, de la police... Bien sûr, c'est pour ça qu'on avait, un peu plus clair, on avait traité l'affaire totalement différemment. Et jusqu'au procès, on a eu des zones d'ombre. Là, il y a la vidéo. Là, il y a la vidéo, il y a des faits. Non, monsieur Barbier, parce que justement, quand l'affaire est prise pour l'affaire Ziad Bouna, oui, il y a eu des contradictions. Des versions contraires. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une ouverture d'information. Je vous renvoie au livre de Jean-Pierre Mignard, qui a été l'avocat des familles. On a travaillé ensemble. D'ailleurs, il nous rend hommage dans le livre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a dit l'instruction, c'est accessible à tout le monde. Il peut y avoir des demandes d'actes. Et petit confusion et ce temps nécessaire pour faire la lumière sur les faits, ça a évidemment troublé le jeu. Par ailleurs, il y avait à l'époque, vous étiez aux premières loges, un contexte de rivalité politique à couteau tiré entre le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et le Premier ministre, Dominique de Villepin, dans le but de la présidentielle 2007. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y avait un débat sur l'état d'urgence. Il y avait un débat sur l'état d'urgence. On se demandait si Dominique de Villepin ne cherchait pas, au-delà de rétablir l'ordre, à piéger un peu son ministre de l'Intérieur dans quelque chose qui le dépassait. Et puis, les techniques de dialogue avec la population et de maintien de l'ordre étaient moins élaborées, si j'ose dire. C'était moins élaboré, mais nous l'avons fait, et j'étais, comme vous dites, aux premières loges. Voilà. Nous l'avons fait à Beauvau, nous l'avons fait dans le quartier, on a essayé de recevoir tout le monde, et on a essayé, effectivement, d'abord de faire baisser la tension, et ensuite, on s'est mis... C'est là où on a fait le texte, rappelez-vous, qui a été adopté le 5 mars 2007 de mémoire, sur la prévention de la délinquance. Et justement, pour pouvoir prévenir ce type de situation. Et je termine cette analyse rétrospective par une question. Le climat politique aujourd'hui, avec d'un côté Jean-Luc Mélenchon qui dit la police tue, ce qu'on a retrouvé sur les pancartes cet après-midi dans la manifestation. Brandi par la maman de Naël. Voilà. Et de l'autre côté, un RN qui est venu proposer la présomption de légitime défense pour les policiers dans ce genre de circonstances. Est-ce que ça n'a pas polarisé le débat de manière dangereuse? De toute façon, dans les 2 cas, ce n'est pas les bonnes solutions. La présomption de légitime défense, moi, j'y suis pas vraiment favorable. Je pense que le sujet ou de dire la police tue, c'est une erreur grave. Les 2 sujets, les 2 propositions ne mènent nulle part. Oui. On le voit puisque la loi a été changée. Aujourd'hui, il est important, il est urgent, puisque nous avions mis des dispositifs en place. À l'époque, on avait commencé. François Hollande est arrivé, il a tout mis par terre. Et quand je dis ça, c'est pas un propos politicien. Vous imaginez bien... François Hollande n'a pas eu d'émeute en banlieue. Non, il n'y a pas eu d'émeute en banlieue? Non, il y a eu Viry-Châtillon, mais qui est un fait précis. Un drame sur un point de ville. Il n'y a pas eu des émeutes de cette ampleur. Parce que vous, monsieur Truchot,
Vous habitez où? Vous aimeriez avoir en bas de votre immeuble des fourgons de CRS toute la journée? C'est-à-dire que si, c'est une question, parce que vous avez des cités où le seul moyen que ça tienne à peu près, c'est des fourgons de CRS en bas de l'immeuble. Moi, je vais vous dire, vous seriez pas content d'enjamber tous les jours, de traverser les fourgons de CRS, vous ou vos enfants. Faut savoir que dans des quartiers en France, c'est comme ça que ça se passe, et on dit tout va bien. On va retourner à Nanterre. Ça ne va pas. On va retourner à Nanterre, retrouver un des journalistes de BFM TV, savoir si ces violences sont toujours en cours, comment évolue la situation sur place. Là, la situation, elle est quand même plutôt en train de se figer. Alors, les casseurs, ils étaient tout d'abord au niveau de cette place Nelson Mandela, là où le jeune Naël a perdu la vie. Ensuite, il y en a certains qui se sont déportés dans le quartier des Provinces françaises, qui est en dessous du quartier de Nanterre-Préfecture et qui est un quartier plutôt résidentiel. Et là, en fait, ils se sont déportés au niveau du parc André Malraux. Pour bien vous situer les choses, vous êtes entre Nanterre-Préfecture et la cité Pablo Picasso, qui est juste derrière. Cette cité Pablo Picasso, c'est là où il y a eu beaucoup d'affrontements les nuits dernières. C'est une cité qui est extrêmement difficile. Et là, ce que vous voyez à l'antenne, en fait, d'un côté, vous avez les tours nuages, c'est-à-dire en fait ces tours qui sont extrêmement colorées, et de l'autre côté, vous avez cette tour beige là d'habitation qui en fait est vraiment symbolique du quartier de Nanterre-Préfecture, pour vous montrer comment les zones sont extrêmement imbriquées. En fait, en étant dans cette zone du parc André Malraux, les casseurs, ils ont trouvé une zone très pratique pour eux, parce qu'il y a énormément d'entrées à différents endroits. Du coup, pour les forces de l'ordre, c'est très difficile de les canaliser, de les trouver, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent aller, où ils peuvent sortir, où ils peuvent également revenir. C'est extrêmement touffu en termes de végétation, surtout à cette période. Du coup, cela donne des zones où il est très facile de se cacher. Un petit peu plus tôt, les affrontements avaient été plus violents. Il y avait même eu un manège qui avait été incendié par les casseurs, parce que dans ce parc, vous avez toute une zone qui est réservée aux enfants, et les casseurs s'y sont attaqués. Alors pour les habitants, vous vous en doutez, c'est extrêmement difficile. J'en ai croisé un tout à l'heure qui était en train de sortir du quartier avec ses enfants, qui me disait qu'il ne passerait pas la nuit ici parce que c'était trop compliqué, mais tous, en fait, ils sont vraiment très tristes des images qu'ils voient, des images qui sont données de ce quartier, et beaucoup nous disaient, en fait, qu'ils comprenaient qu'il y ait évidemment de la colère, mais qu'il ne fallait pas qu'elle se matérialise par de la violence. Et là, actuellement, ce que l'on entend au-dessus de Nanterre, au-dessus de moi, c'est un hélicoptère, car je vous rappelle qu'il y a un hélicoptère des forces de l'ordre qui va quadriller la zone de Nanterre pour aider et orienter les forces de l'ordre, car vous le comprenez, actuellement, c'est la difficulté pour eux, c'est de savoir où sont ces casseurs pour pouvoir les neutraliser. Là, notre reporter en direct de Nanterre, donc du côté du ministère de l'Intérieur, là on voit avec l'hélicoptère, et dans la soirée on va déployer des gros moyens, Guillaume Fard. Oui, alors d'abord, les chiffres qui ont été annoncés sont assez spectaculaires, parce que 40 000 policiers et gendarmes, il faut repositionner ce chiffre de 40 000. 40 000, c'est 40 à 45% du potentiel maximal que l'on peut aligner sur une crise d'ordre public. Lors des manifestations de Gilets jaunes, le record avait été atteint le 8 décembre 2018. C'était 98 000 à l'époque, en battant tous les rappels possibles et imaginables de policiers en tenue, de gendarmes réservistes opérationnels. On était arrivé à ce chiffre de 98 000. Donc là, 40 000, c'est pas tout à fait la moitié, mais plus très loin. Donc ça veut dire que la situation aujourd'hui est quand même jugée critique. Elle est notamment jugée critique par le service central du renseignement territorial, qui, note après note depuis 48 heures, explique que on n'est qu'au début du phénomène et qu'on va vivre une extension, parce qu'il y a un effet d'entraînement et que les quartiers qui ne se sont pas encore mobilisés peuvent le faire, et qu'il y aura probablement un étirement de ce que nous sommes en train de vivre, à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce que ça va durer probablement encore plusieurs jours, nous dit le renseignement territorial. Dans l'espace, parce que ça n'est pas qu'un phénomène francilien ou circonscrit aux grandes villes. On a vu hier, par exemple, que la ville de Dijon avait fait l'objet d'affrontements violents. Ça pourrait être le cas dans d'autres villes. Donc il y a des moyens supplémentaires. Les hélicoptères, c'est pour le renseignement. Et puis, il y a les blindés de la gendarmerie. Alors, pas ceux qu'on a vus lors des manifestations de Gilets jaunes, les vieux blindés à roues de la gendarmerie. Ceux-là, ils sont presque tous au rebut. Mais il y en a des nouveaux qui pourraient être engagés. Ça, si on montait en intensité, si les forces de l'ordre essuient des tirs par balle, par exemple. Et la BRI a été mobilisée à Nanterre. La BRI a des fins aussi de renseignement, mais pas que. À Villiers-le-Bel ou lors des émeutes de 2005, il y a eu des tirs par balle sur les policiers et gendarmes. Donc s'il devait y avoir ça... Est-ce qu'il faudrait décréter l'état d'urgence comme le suggère Éric Ciotti ? Moi, je suis très réservée sur... parce que si vous décrétez un état d'urgence comme on nous l'avait imposé en 2005, et Christophe Barbier avait raison, c'est Dominique de Villepin qui l'avait imposé à Nicolas Sarkozy, parce que nous, on n'y est pas vraiment favorable. Mais le pire aujourd'hui, ça serait un état d'urgence pas respecté. Oui.
Et là, alors là, c'est comme... Que font les forces de l'ordre dans ces cas-là? Ah ben voilà. Donc déjà, il y a eu des consignes de données de ne pas répondre aux provocations. Donc si en plus vous avez un état d'urgence qui n'est pas respecté et qu'on dit qu'il ne faut pas répondre aux provocations, là, il n'y a plus d'institutions. Ah ben là, après, il ne faut pas vous étonner qu'il y a un risque d'une alternance politique. Ça profite à Marine Le Pen, tout ça? C'est-à-dire que là, ils vont dire qu'ils avaient raison dans la dénonciation, pas dans les propositions. Voilà, moi je vous le dis tel que je le pense. Mais moi, à chaque fois que je vois ces émeutes, ça me renvoie, parce que vous n'échappez pas à votre vie, à votre enfance, et on se dit, c'est un combat de tous les jours. Il faut effectivement réintégrer. Quand vous pensez que le logement social, regardez le taux d'occupation, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir la politique de peuplement, c'est pratiquement que des gens immigrés ou d'origine immigrée. Enclave étrangère, qui font sécession, c'est ce que dit du côté d'Éric Zemmour. Non, mais d'accord, Éric Zemmour, pardon, ça se saurait s'il avait des solutions, ça se saurait. Mais ce sont moi je le dis, ce sont des quartiers de relégation, j'ai connu ça. Moi j'ai connu ça. Rappelez-vous, les Minguettes, Vaux-en-Velin. Voilà. Et pourtant, dans ces quartiers, on a fait un énorme effort sur le bâti. Toute l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est 20 ans. Combien Et d'ailleurs, ce que l'on voit de Nanterre, c'est aussi des quartiers à peu près en bon état matériel, avec des équipements. Il y a des chantiers d'ailleurs. Des chantiers, un grand théâtre, l'un des plus grands de France, etc. C'est donc la population qui n'a pas été traitée. Non. Monsieur Barbier, c'est bien de faire du bâtiment et de le repeindre en rose, puis le lendemain en vert, puis après... Combien de milliards? C'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de choses efficientes. Non, parce que je sais, parce qu'il y a une icône intouchable qui est Jean-Louis Borloo avec l'ANRU et tout. Non, moi je vais vous dire, le bâti, ok, vous avez vu l'état du bâti? Moi je vais vous dire, je me bats pour le logement social à Paris. Vous avez vu l'état du logement social à Paris? Les gens veulent même pas, il y a plein de logements vacants. Quand vous avez Utopia qui est en manifestation avec des migrants où croyez-vous que les gens qu'on ne voit plus après sur le trottoir, où sont-ils? Dans du logement social. Voilà, c'est ça l'état du logement social. Voilà la politique du logement de la rue. Comme c'est incompréhensible. Je pense que beaucoup de Français ne comprennent pas pourquoi ces jeunes s'en prennent à leurs écoles, une dizaine d'établissements scolaires fermés, à une médiathèque qui venait tout juste d'être livrée à Amiens, 3 millions d'euros. D'ailleurs, la médiathèque d'Amiens est souvent pris pour cible. Là, c'était la nouvelle. Mais j'entendais un maire ce matin, ils ont incendié un CCAS. Voilà. Ça bénéficie à qui le CCAS? Ça bénéficie là, un manège dans un parc à Nanterre. À leur famille. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, je vais vous dire, ça, c'est incompréhensible. Le couvercle sécuritaire ne va pas suffire. Parce qu'à un moment donné, je vais vous dire, quand vous parliez tout à l'heure, M. Barbier soulevait la question de l'ANRU. Qu'est-ce sont devenus là, on a un État contre un autre État. Quand on a parlé de séparatisme ou de ségrégation, c'est vrai qu'on a parlé d'islamisme, c'est vrai qu'il y a une autre société qui s'installe. Et là, on est dans l'affrontement. Rappelez-vous les propos de Gérard Collomb. Face à face. Voilà. Là, on est en face à face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met l'ANRU, on fait du bâtiment, on ne s'occupe pas de la formation, de l'école, il faut revoir l'école. L'égalité n'est plus possible. C'est de l'égalitarisme, donc du nivellement. Et donc, aujourd'hui, effectivement, ce qui se passe dans ces quartiers, il y a une politique de peuplement. Vous savez, on critique le wokisme, la lutte contre les discriminations. Tout le monde, ça part dans tous les sens. Oui, il y a des discriminations. Oui, il y a des inégalités. Est-ce qu'il est normal? Moi, j'avais une réunion il n'y a pas très longtemps. Vous savez que plusieurs milliers d'informaticiens viennent tous les ans du Maghreb. On ne peut pas les former? Est-ce que ces formations qualifiantes, on ne peut pas leur faire bénéficier? Vous avez eu le taux de chômage dans les quartiers? Parce que vous parliez du gouvernement. Oui, il se satisfait du taux de chômage, des clignotants, des indicateurs au vert. Mais est-ce que l'économie, c'est pas une entreprise, la France? La France, c'est pas une entreprise. C'est pas avec un bilan et un compte de résultats. C'est plus que ça. Et moi, je vais vous dire, ces quartiers-là, qu'est-ce qu'on a produit? Moi, j'ai vécu le début des SOS racisme, le droit à la différence. Le droit à la différence, ça a conduit au communautarisme. Ça a conduit à la radicalisation. Donc, il faut faire un grand effort d'intégration ou d'assimilation. D'inclusion. Il faut revoir la formation, il faut revoir l'école, il faut revoir la justice des mineurs, il faut mettre les institutions plus adaptées, pour ne pas dire différenciées. On avait attaqué Nicolas Sarkozy quand il avait parlé de discrimination positive. Mais appelons ça comme on veut, c'est réduire les inégalités. Il faut entendre qu'il y a des discriminations. Il faut entendre que le taux de chômage, il explose dans ces endroits. Et des gens bien, qui veulent juste aller à l'école, qui veulent juste avoir une formation et un métier. Mais là, ce type de profil, à 17 ans, 16 ans, ils ont fait soudeur, carrossier, coiffeur. Ça va où après? Ça finit dans un bolide à 7 h du matin, avec 2 autres mineurs.
ça peut finir comme ça et dramatiquement. Guillaume Fard. Oui, des informations complémentaires. Outre la présence de l'hélicoptère et l'engagement de la brigade de recherche et d'intervention que nous avions déjà indiqué tout à l'heure, il y a également le RAID, le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, qui sont mobilisés avec des moyens techniques, des drones, des capacités d'interception en téléphonie. Pourquoi cela? Pour interpeller un maximum à Nanterre. Et cette stratégie, c'est la stratégie du ministère de l'Intérieur dans le cas particulier des manifestations à Nanterre, interpeller un maximum de fauteurs de troubles pour éviter évidemment qu'ils ne recommencent à passer à l'acte demain et les jours suivants. Merci Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Il y a juste un point que je voudrais dire. Il y a de plus en plus de refus d'obtempérer. Moi, j'aimerais savoir quelle est la politique pénale qui est applicable au refus d'obtempérer. Moi, quand j'étais garde des Sceaux ou même magistrat, il y a une politique pénale quand vous avez des actes de délinquance qui commencent à se massifier. Quels sont les profils des refus d'obtempérer? On aurait pu l'étudier depuis un certain temps et dire, voilà, on a un profil type de refus d'obtempérer, adaptons une politique pénale. Aujourd'hui, on n'a pas cette réflexion. Et moi, je le déplore. Parce que le garde des Sceaux, effectivement, il se déploie, il est parti à Fresnes et autres. Mais le rôle du garde des Sceaux, c'est de définir une politique pénale pour la sécurité de nos compatriotes. Et ceux qui ont besoin de plus de sécurité, c'est ceux qui sont en train de vivre ces émeutes. Et donc, sur le refus d'obtempérer, on a du boulot à faire là-dessus. Merci Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris et maire Les Républicains.